Bonjour à tous, je m'appelle Julien Roustan, je suis masseur kinésithérapeute et je vais vous présenter mon mémoire de DU intitulé Télérééducation dans le déficit vestibulaire périphérique unilatéral. Alors, le déficit vestibulaire périphérique unilatéral, que j'appellerais DVPU, c'est une cause fréquente de vertige chronique. On le rencontre principalement dans trois contextes, la névrite vestibulaire, la maladie minière dans ses formes avancées et les suites de chirurgie de l'oreille interne, notamment les neurotomies ou la labyrinthectomie. Son retentissement est majeur sur la qualité du patient, peur de la chute, anxiété anticipatoire, restriction progressive des activités, repli sur soi. Ce n'est pas seulement un symptôme vestibulaire, c'est aussi un véritable handicap fonctionnel. Et aujourd'hui, la rééducation vestibulaire reste le traitement de référence dans le DVPU. Mais le problème, c'est que l'accès à cette rééducation est très inégal. Les kinés formés en vestibulaire sont peu nombreux, les délais sont longs et la mobilité du patient vertigineux est précisément ce qui est altéré. Et ça, c'est un paradoxe clinique. Le patient qui a le plus besoin de rééducation, c'est aussi celui qui a le plus de mal et de difficultés à venir au cabinet. C'est ce constat qui m'a conduit à formuler ma problématique. La télérééducation constitue-t-elle une alternative efficace et pertinente à la prise en charge présentielle du DVPU? Pour répondre à cette question, je vais d'abord rappeler les limites de la rééducation de la prise en charge actuelle. Il y a trois verrous. Le premier, ça va être l'offre de soins. J'en ai parlé un petit peu juste avant. Les kinésithérapeutes formés spécifiquement en rééducation vestibulaire, ils sont très rares, ils sont peu nombreux et ils sont inégalement répartis sur le territoire. L'enquête européenne de Meldrum, publiée en 2020, le confirme, les délais de prise en charge sont longs, parfois plusieurs mois, ce qui va retarder l'entrée en rééducation, alors qu'on sait que la précocité va conditionner la qualité de la compensation vestibulaire. Le deuxième verrou, ça va être le patient lui-même. Le vertigineux a peur de se déplacer, peur de chuter pendant les trajets, surtout dans les transports en commun où la stimulation visuelle va être très forte. Et à cela va s'ajouter l'éloignement géographique et la perte d'autonomie. Dans la pratique, il y a beaucoup de patients qui vont abandonner leur rééducation en cours de route et même voir beaucoup qui vont jamais la commencer. Le troisième verrou, ça va être sans doute le plus important d'un point de vue thérapeutique. L'essentiel de la rééducation vestibulaire va reposer sur la répétition d'exercices entre les séances. Les séances en cabinet, à raison d'une ou deux par semaine, ne vont couvrir qu'une petite fraction du travail réel nécessaire à la compensation. Et c'est à domicile que tout se joue. Or, aujourd'hui, ce travail à domicile est très peu accompagné, très peu vérifié et très peu encadré. Face à ces trois limites, la télérééducation apparaît comme une réponse logique. Et la télérééducation, elle s'est développée très rapidement. Et ce développement a été clairement accéléré par la pandémie de Covid-19. Quatre facteurs vont l'expliquer, notamment la démocratisation numérique. Smartphones, tablettes, connexion Internet sont aujourd'hui largement diffusés dans la population, y compris chez les sujets âgés, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10-15 ans. Et ensuite, on a vu apparaître des outils spécifiquement dédiés à la santé, comme les applications mobiles, les plateformes sécurisées et même la réalité virtuelle, qui devient progressivement de plus en plus accessible. Troisième facteur, ça a été aussi le cadre réglementaire. Au début, le télésoin en kinésithérapie n'était pas reconnu. Et maintenant, il a été officiellement reconnu par l'assurance maladie et l'HAS. Et enfin, c'est peut-être le plus important sur le plan scientifique, mais les grands principes de la rééducation vestibulaire, c'est la répétition, la progression graduelle et l'habituation. Et c'est des principes qui sont parfaitement compatibles à une délivrance à distance. On distingue trois grandes modalités de télérééducation qui vont se différencier par leur degré d'interaction en temps réel, modalité asynchrone et téléaccompagnement. Pour la modalité synchrone, c'est la visioconférence en direct, le kiné et le patient sont connectés en temps réel. Ça ressemble beaucoup à une consultation classique, observation, correction et dialogue. L'avantage, c'est la qualité de l'interaction. L'inconvénient, c'est qu'on garde quand même la contrainte horaire. La modalité asynchrone, c'est à l'opposé de la synchrone, ça repose sur des programmes en autonomie. Le patient travaille seul, à son rythme, via des vidéos préenregistrées ou des applications. L'avantage majeur, c'est qu'elle favorise la répétition et c'est un point clé en rééducation vestibulaire. L'inconvénient, c'est qu'elle demande beaucoup d'autonomie et d'adhésion du patient. Il n'y a pas réellement de contrôle direct du kiné. Et le téléaccompagnement, c'est un format hybride. C'est de l'asynchrone qui va être enrichi avec un suivi soit en visioconférence, grâce au téléphone. Ça combine la souplesse de l'asynchrone et la dimension relationnelle du synchrone. Et selon la méta-analyse de Griot en 2024, ça va être la modalité la plus efficace. J'ai donc choisi trois sources récentes et complémentaires, et mon fil conducteur il va être très simple. Montrer que la télééducation elle agit sur deux niveaux. Ce que le patient ressent et ce qu'on mesure objectivement. Alors d'abord on va commencer par le ressenti, avec deux méta-analyses, celle de Griot en 2024 et celle de Capri en 2025. Alors Griot en 2024, c'est 5 essais agrégés et sur les 7 inclus. Pardon.
Il y a 841 patients et on voit que le vertige diminue et que le handicap perçu aussi. Et les deux résultats sont hautement significatifs. En 2025, l'étude de Capri, pour elle, c'est 6 essais agrégés, 788 patients, et cette fois, elle est centrée sur le sujet âgé. Même résultat sur le handicap perçu que pour Griot. Et donc l'effet se confirme, y compris chez les patients les plus fragiles. Ensuite, on va évaluer la fonction physique avec Lopez-Garcia en 2024. C'est un essai randomisé sur des patients de 70 ans et plus, et cette fois on mesure l'équilibre dynamique et la fonction physique globale. On voit que les deux s'améliorent significativement. Les trois études convergent, et la télérééducation, on voit que la télérééducation améliore à la fois le ressenti, le vertige, le handicap et la fonction physique. Ces résultats sont significatifs par rapport aux soins habituels. Quand on regarde la composition des 7 études analysées par Griot, on a 4 études asynchrones, 2 en téléaccompagnement et seulement une seule étude synchrone. Donc c'est déjà un déséquilibre qui va être net. Et l'analyse en sous-groupe désigne l'asynchrone et le téléaccompagnement comme les modalités les plus efficaces. On voit que le téléaccompagnement en particulier est intéressant car il combine la souplesse de l'asynchrone, le patient travaille à son rythme, avec une dimension relationnelle, assurée par les appels de suivi, ce qui maintient l'adhérence à long terme. Pour Capri en 2025, il confirme cette idée et précise ce qui compte le plus, ce n'est pas tant l'outil utilisé, c'est la cohérence et la structuration du programme. C'est une nuance importante, toutefois, avec une seule étude synchrone disponible, on ne peut pas vraiment faire de la comparaison équitable. Cette hiérarchie est suggestive et elle devrait être confirmée par des essais comparatifs directs entre modalités. Maintenant, je vais vous parler des limites méthodologiques de ces trois articles, qui sont confrontés dans le tableau que vous voyez. Déjà, vous pouvez voir que ces trois sources, elles ont des niveaux de preuve qui sont différents. Griot, c'est une méta-analyse. Capri, c'est une scoping review. Et Lopez, c'est un ECR. Mais elles vont partager des mêmes faiblesses. D'abord, on peut voir que les durées sont courtes et inégales. Et que les effectifs sont globalement modestes. Et donc, c'est compliqué de comparer directement la rééducation à distance avec une rééducation au cabinet. On ne peut pas affirmer qu'elles sont équivalentes au présentiel seulement grâce à ces études-là. Mais concrètement, Griot, on voit qu'il agrège le plus de données avec une hétérogénéité de 70% sur le DHI et une seule étude synchrone. Capri, lui, il cible bien la population âgée, mais avec un risque de biais élevé sur certaines études incluses. Et Lopez Garcia, c'est un petit ECR de 35 sujets sur des personnes âgées qui sont fragiles et qui n'ont pas forcément de trous vestibulaires diagnostiqués. Aucune étude, à elle seule, ne va donc trancher définitivement la question, et c'est la convergence des trois niveaux de preuve qui vont faire la force de l'argumentation, pas chacune prise isolément. Ce que je retire de cette analyse, ça va être que la télérééducation, elle n'est pas universelle. Tous les patients ne sont pas forcément éligibles, et en fait, on est obligé de faire un tri en amont qui va être essentiel pour la sécurité et pour l'efficacité de notre rééducation. Un profil qui va être favorable, c'est un patient qui est en phase aiguë ou chronique, qui va être stabilisé et autonome, dans un environnement qui est dit sécurisé et à l'aise avec les outils numériques et motivé. Idéalement, c'est le must s'il y a un proche qui est là, qui peut l'aider dans la rééducation. Et un profil défavorable, c'est quoi? C'est les phases aiguës instables avec un fort risque de chute, les patients avec troubles cognitifs ou sensoriels marqués, les patients isolés sans aidant, et ceux en situation de fracture numérique majeure, ou simplement des patients qui sont ambivalents et peu motivés. Parce que sans adhésion, la rééducation, elle ne marchera pas. Donc, le bilan en présentiel, il sert aussi à faire cette sélection-là, à savoir qui seront les profils susceptibles d'avoir de la télérééducation et qui ne le seront pas. Je vais donc vous proposer un protocole hybride. Je me suis dit que c'était une bonne idée de proposer un protocole hybride de rééducation, et donc ça repose sur des données de la littérature, et ça respecte aussi les contraintes du cadre légal français. Donc c'est un protocole qui s'articule en 4 phases de 8 semaines. Donc la phase 1, c'est la semaine 1, on fait le bilan et on utilise tous les moyens diagnostiques cliniques et instrumentales qu'on a à notre disposition pour bilanter le patient. On lui donne aussi des autoquestionnaires, le DHI, l'ABC, et en cas de suspicion anxio-dépressive, le Nigata et le HAD. En parallèle, on lui donne le programme d'exercice pour la phase 2 et pour la phase 3. Soit on le filme lui, soit on utilise l'application dédiée.
La phase 2 et la phase 3, c'est deux phases qui vont évoluer en parallèle, donc de la semaine 2 à la semaine 6. C'est le cœur du protocole. Et d'un côté, le patient il fait son autorééducation à domicile en asynchrone grâce au programme qu'on lui a donné. Donc c'est un programme de 3 séances par semaine d'une durée de 15 minutes. Et c'est 3 exercices de 1 minute x 5. Voilà. Et ces exercices-là, c'est le VOR 1. Si le VOR 1 devient trop facile, on passe au VOR 2 à partir de la troisième semaine. Et en parallèle, le patient doit travailler ses saccades visuelles et les poursuites couplées à de la lecture. Et pour la phase 3, qui se déroule en parallèle, on a une visio hebdomadaire de 30 minutes. Alors cette visio, elle sert à quoi? Elle sert à vérifier l'exécution des mouvements, faire en sorte que le patient ne rate pas les mouvements à faire à la maison, et à ajuster le programme, ainsi qu'aussi à renforcer l'adhérence du patient. Lui, en parallèle, il va s'auto-évaluer avec le DHI tous les 15 jours. Okay, et tous les jours, il doit aussi remplir un journal EVA. La phase 4, c'est la dernière phase du programme, c'est la semaine 8. C'est retour en présentiel du patient, on réutilise les mêmes moyens cliniques et instrumentaux que l'on a utilisé lors du bilan, et on redonne un DHI, une échelle ABC au patient. Si on voit une nette amélioration du DHI, c'est-à-dire si le DHI a un score, un gain supérieur ou égal à 18 points, et si l'ABC est en nette amélioration, on dit que le patient va mieux et on arrête le protocole avec lui. Si par contre le patient a un score entre 10 et 18 avec une évolution favorable, on le prolonge. En dessous de 10 points par contre, on dit que c'est un cas d'aggravation, donc soit on continue, on ajuste le programme, soit on rebascule en présentiel pur. Je tiens maintenant à vous présenter les limites de ce travail. Alors, côté limite actuelle, les suivis dans la littérature sont courts et inégaux, ils dépassent rarement 3 mois, ce qui ne permet pas vraiment de juger de la persistance des effets, et les données de la télérééducation sont spécifiquement dédiées au sujet âgé, spécifiquement dédiées au sujet âgé, restent quand même récentes et peu nombreuses. Elles reposent souvent sur les mêmes cohortes et il n'existe pas vraiment d'analyse coût-efficacité, ce qui est vraiment un manque pour les décideurs. Et alors, mon protocole hybride, quant à lui, il n'est pas encore validé prospectivement. Je ne l'ai pas testé avec des patients. C'est juste, je l'ai juste élaboré grâce aux différents articles que j'ai lus. Et aussi, on peut se rendre compte que l'hétérogénéité des outils rend la généralisation relativement difficile. Et alors, côté perspective de recherche, on a, selon moi, besoin d'études à long terme, sur au moins un an, pour évaluer vraiment la durabilité, y compris pour mon propre protocole, qui devrait être évalué au-delà de 8 semaines. On a besoin aussi d'effets comparatifs directs entre modalités synchrone, asynchrone et téléaccompagnement. Il faudrait objectivement des protocoles spécifiquement adaptés au sujet âgé, et une évaluation médico-économique serait quand même précieuse. Et voilà, on arrive à la fin de ma présentation et pour conclure, je voudrais reprendre ma question de recherche initiale. La télérééducation constitue-t-elle une alternative efficace et pertinente à la prise en charge présentielle du déficit vestibulaire périphérique unilatéral? Et je vais vous dire vraiment ce que m'a apporté ces revues pour y répondre en 3 points. Le premier point, ça va être l'efficacité démontrée. Sur les 3 études retenues, et malgré leurs limites, les améliorations objectivées sur le DHI, le VSS, le SPB et le TUG sont significatives par rapport aux soins habituels. La réponse à la question d'efficacité est donc plutôt oui, plutôt positive. Deuxième point, c'est prudence requise. C'est-à-dire, la qualité méthodologique des études va être modérée, on en a parlé plus tôt, et l'hétérogénéité est très élevée. Et les données dédiées au sujet âgé restent quand même relativement limitées. Donc on ne peut pas dire que la preuve est définitive, et c'est un faisceau d'arguments convergents, pas une certitude. D'accord? Et j'ajoute que quand même ces données, elles portent sur des maladies vestibulaires, au sens large, et leur transposition au déficit périphérique unilatéral, c'est une limite que j'assume complètement. Alors pour le troisième point, c'est la place clinique de la télérééducation. Alors la télérééducation, elle ne va pas l'utiliser en remplacement du présentiel. Elle doit vraiment être pensée comme un complément structuré dans un modèle hybride. Et c'est exactement ce modèle qui répond aux 3 limites que j'identifiais en début de présentation. Il améliore l'offre de soins en élargissant la couverture, il lève les contraintes du patient en supprimant les trajets, et il sécurise et structure le travail à domicile. Donc je vais vous donner ma réponse globale. La conclusion finale de cette présentation, c'est pour moi, oui, la télérééducation est efficace dans le DVPU,
mais sous certaines conditions méthodologiques et cliniques. Et voilà, on arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et merci à vous.